Même Story, c'est une menace très claire vis-à-vis de la République. Voilà ce que dit Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, à propos de ce rapport commandé sur l'entrisme des frères musulmans en France. Ce rapport de 73 pages, très précis, très étayé, il sera demain présenté en Conseil de défense. En attendant, il a fuité dans le Figaro. On va vous le détailler avec Maxime Brandstetter. Mais voilà les termes employés aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur lui-même sur ce qu'il a lu. Cet islamisme à bas bruit qui se répand notamment en tentant d'entrer, d'infiltrer des associations sportives, culturelles, sociales ou autres. Ce rapport indique qu'il y a une menace très claire vis-à-vis de la République, qu'il y a une menace sur la cohésion nationale et qu'il y a une menace vraiment de subversion. Sous une forme très particulière, qu'emploient les frères musulmans. C'est un entrisme, c'est un islamisme à bas bruit, mais l'objectif ultime, c'est de faire basculer toute la société française dans la charia. Voilà, alors que dit ce rapport? Je rappelle qu'il sera présenté officiellement demain en Conseil de défense. Maxime Oui, Brandstetter. on n'a pas eu l'entièreté de ce rapport, mais on a bien une source sécuritaire qui nous confirme que il est visiblement très alarmant. Pour vous expliquer, c'est un rapport donc, qui a été fait par deux auteurs qui ont consulté à la fois des sources du renseignement, du monde de l'université, mais aussi des pays partenaires de la France sur ce problème. Et ce rapport analyse les outils financiers des frères musulmans, leur structure, leur organisation. Si je vous résume un petit peu ce qui est dit dedans, déjà il y a tout un rappel historique qui dit que notamment depuis de nombreuses années maintenant, les frères musulmans reculent dans des pays musulmans et donc déportent de plus en plus leur intérêt sur l'Europe. Qu'il y a bien une volonté en France, nous dit cette source, une volonté d'entrisme puissante, planifiée et élaborée, qu'il y a d'ailleurs déjà des écosystèmes, je cite ma source, qui sont installés dans plusieurs villes de France, des écosystèmes de frères musulmans qui fonctionnent à travers des structures. C'est essentiellement de l'associatif, des structures caritatives, aussi de l'enseignement, beaucoup de lieux d'enseignement. Une installation aussi en Europe avec différentes associations. Il y a des associations qui sont citées dans le rapport. On pense notamment à l'association Femiso, qui est une association étudiante qui officiellement lutte contre l'islamophobie et l'antiracisme. Et selon le rapport, est en fait une antichambre des frères musulmans avec notamment des publicités, des campagnes polémiques. Voilà, le rapport balaye un petit peu tout ça, cet entrisme et à quel point les frères musulmans sont un petit peu partout. Notre source sécuritaire qui conclut quand même que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils voient autour des frères musulmans n'est absolument pas condamnable parce que ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Naëm Bestanji est avec nous. On va peut-être rappeler que sont les frères musulmans. C'est un mouvement qui est né en 1928 en Égypte, qui porte en fait un projet politique de l'islam. Ah oui, c'est vraiment un projet politique. Il est né dans un contexte colonial et juste après la chute de l'Empire ottoman, donc du dernier califat. Il y avait la volonté de réagir à la réforme islamique qui avait lieu à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, qui se voulait un peu progressiste. Et donc, eux voulaient retourner au fondement de la foi et de se servir de l'islam comme vecteur identitaire. Donc un islam rigoriste. Oui, c'est un islam rigoriste, un islam qui se veut fondamentaliste, mais aussi profondément politique, et qui quasiment dès le départ a fait du corps des femmes et du voile son étendard politique. Et c'est intéressant dans ce rapport qu'on peut lire dans des extraits dans le Figaro, c'est ce que je dis dans mon ouvrage, c'est-à-dire que le voile est l'étendard vraiment de l'islamisme politique, parce que c'était la volonté de se démarquer de la colonisation et de se dire que nos femmes à nous ont une forme de pudeur, elles sont beaucoup plus respectables que les femmes occidentales qui se dénudent à n'importe quoi. Ce mouvement a été interdit dans plusieurs pays musulmans, comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte et récemment la Jordanie. C'est un mouvement qui est financé par qui? Par quoi? Il est financé par plusieurs origines. D'abord, on sait très bien qu'il y a le Qatar, qui finance, mais c'est aussi des individus. Ils comptent sur les collectes de dons, ils comptent énormément sur les collectes de dons. Mais c'est vrai que le Qatar a une part importante. D'ailleurs, il y avait Georges Malbruno, et je ne sais plus qui avait écrit un ouvrage sur le financement. Bruno Chéneau et Malbruno. Voilà, qui était très intéressant, qui a révélé beaucoup de choses. C'est vrai que ce mouvement des frères musulmans réussit vraiment à s'étendre et à s'implanter, pas seulement par leur fanatisme et leur motivation, mais parce que, contrairement aux salafistes, c'est ce que je disais déjà en 2020, à l'époque où il y avait le débat sur la loi séparatisme, je disais attention, le salafisme, c'est important, il faut lutter contre, tout le monde est contre le salafisme, même Jean-Luc Mélenchon.
Donc tout le monde est contre le salafisme. Par contre, pour les frères musulmans, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'eux n'ont pas la volonté d'une confrontation directe, de se retirer de la société. Eux, ils veulent au contraire pénétrer la société. L'entrisme, en fait. Oui, c'est ça, c'est la travailler de l'intérieur pour changer la société. Mais sur le voile, par exemple, Oui. donnez-nous un exemple concret. Puisque vous dites le voile, c'est un peu leur porte-étendard. Comment ? Parce que Bruno Retailleau, il utilise quand même des mots très forts. Il dit voilà, ils veulent faire basculer la société française dans la charia. On en est loin quand même. Donc, on en est loin et il faut comprendre que tous les islamistes ne visent pas spécifiquement l'établissement de la charia. Beaucoup, oui, mais d'autres veulent, comme je le dis souvent, d'autres l'avaient dit avant moi, c'est que quand on dit qu'il faut un peu laïciser l'islam, eux, ils veulent islamiser la laïcité. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent ce que j'ai nommé la rhétorique d'inversion. Ils vont reprendre nos valeurs pour les retourner contre la société. Ils vont, par exemple, pour certains, je pense notamment au CCIF, qui se disait en gros plus laïque que les associations laïques, par exemple, que le voile serait plus féministe que certaines féministes qui luttent contre le concept misogyne du voile. Le voile devient finalement un outil féministe. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils inversent complètement les concepts pour trouver des alliés en dehors de l'islam et de l'islamisme en particulier. Et donc, ils ont besoin de trouver des alliés. Ils les trouvent au sein d'une partie de la gauche qui sont en mal de victimes à défendre. Et c'est là qu'il y a un lien et qui permet une implantation un peu plus aisée de l'islamisme au sein de la société. Maître Maktouf, est-ce qu'on pourrait interdire les frères musulmans en France comme ils sont interdits dans des pays musulmans, hein, je l'ai cité, la Jordanie, c'est assez récent, mais aussi l'Égypte ou l'Arabie Saoudite. Écoutez, on a tenté. On a essayé. Il s'agit d'idées. Et pour rebondir sur ce que vient de dire monsieur, les fréristes, les frères musulmans, à leur tête Saïd Qutb, c'est un projet politique. C'est pas imposer le voile. C'est rien pour eux imposer le voile. Pour eux, c'est un projet global qui se situe au niveau de la Oumma. La Oumma, c'est toute. C'est au niveau du monde. Pourquoi j'en parle ? Moi, en tant qu'avocate qui intervenue dans plusieurs procès terroristes aux côtés des victimes, les accusés qui avaient à répondre des attentats du 13 novembre ou récemment de la basilique de Nice, c'est des personnes dont les livres de chevet sont les livres de Saïd Qutb, d'Ibn Taymiyyah. Donc ils s'inspiraient des frères musulmans. Ils s'en inspirent. Comment voulez-vous interdire? Mais je trouve que le plus important... On peut peut-être interdire des livres, non ? Ils arrivent toujours à les trouver, on les surveille. Mais là, ce qui était prévisible, d'ailleurs, c'est bien d'avoir attendu ce rapport, mais tout ça était prévisible, puisque l'objectif des frères musulmans, c'est de s'introduire dans tout le tissu social de la société. Via les associations aussi. Via les associations. Alors là, on parle... Via les lieux de culte. La loi, les lieux de culte et les prisons, ils y sont déjà. Dans les prisons, l'association Sanabil, qui était censée apporter de l'aide à des détenus musulmans, il leur apportait des livres, il leur faisait du prosélytisme et en sortait tels que Koulibaly, des terroristes prêts à passer à un acte terroriste. L'association Sanabel a été interdite après l'attentat. Donc on peut interdire des associations qui s'en inspirent, mais pas directement les frères musulmans. Baraka City était interdite. Plusieurs dans Ils diffusent via les réseaux comme... Snapchat, comme Instagram, ils ont des porte-voix Oui, je préciserai multiples. Que le rapport s'intéresse vraiment à ce que l'islamisme politique. Et cette expression islamisme politique est importante. Je la défends depuis des années. Ce n'est pas pour rien, parce qu'il y a l'islamisme djihadiste. Saïd Qutb fait le lien entre l'islamisme politique et l'islamisme djihadiste, c'est vraiment le penseur. Mais le rapport s'intéresse vraiment sur l'aspect politique, c'est-à-dire l'infiltration dans la société qui peut faire basculer certains dans le djihadisme. Mais l'écrasante majorité des militants ne sont pas dans la violence. Et c'est pour ça qu'ils sont, je dirais, encore plus dangereux, parce qu'ils veulent travailler sur le très long terme. Et sur les réseaux sociaux, il y a les prédicateurs 2.0, déjà sur votre plateau, j'en ai parlé plusieurs fois, qui sont issus soit de la mouvance des frères musulmans, soit du salafisme, soit il y a une fusion parfois entre les deux. Les néo-salafistes tiennent des propos issus des frères musulmans, etc. Il y a parfois une fusion dans les individus. Et ces prédicateurs-là touchent la jeunesse. C'est-à-dire qu'ils sont la plus grande mosquée du monde, c'est TikTok. C'est pas Al-Azhar, la mosquée d'Al-Azhar en Égypte, c'est pas... Voilà. Et le discours qui est prôné, il n'est pas contrecarré sur les réseaux sociaux. Pourquoi il plaît aux jeunes, ce discours ? Parce qu'ils utilisent les codes de communication de la jeunesse, c'est-à-dire des vidéos très courtes, avec de l'animation, des discours hyper simplistes,
et très caricaturaux. Et ils vont parfois dans des détails, mais vraiment des trucs. C'est les comètes, par exemple, c'est parce qu'il y a des diables qui veulent contrecarrer les messages de Dieu envers les anges. Et ils arrivent à résumer ça en 30 secondes. Ils ont compris que la jeunesse n'est plus attentive comme avant pour prendre un article et le lire pendant une demi-heure. Ils ont besoin de rapidité. Et ces vidéos-là sont très virales, ce qui fait qu'en plus, ils se multiplient, chaque prédicateur multiplie ses vidéos, et les prédicateurs eux-mêmes se comptent aujourd'hui par centaines. Néla Latrousse, il faut préciser que ce rapport n'a pas été commandé par Bruno Retailleau, puisque ça a été demandé en mai 2024. À l'époque, il n'était pas mis à l'intérieur. Mais enfin, alors la fuite, je ne sais pas qui l'a organisée. On peut peut-être penser que c'est le ministère de l'Intérieur, puisque c'est ce ministère qui a ce rapport. Demain, il y a un conseil de défense présidé par Emmanuel Macron sur ce sujet. Donc ça veut dire que c'est pris au sérieux par la présidence de la République. Mais le ministre de l'Intérieur s'est empressé quand même de le commenter. Pourquoi ? Parce que d'abord, sur le rapport en lui-même et sur sa genèse, il y avait l'idée de pouvoir objectiver des faits. C'est-à-dire que vous entendez depuis effectivement plusieurs années des ministres, j'ai le souvenir, y compris à l'époque de Manuel Valls, dire que la menace principale, c'était le salafisme qui était l'antichambre du djihadisme. Et puis on a vu petit à petit voir ce discours, finalement, ce n'est pas le djihadisme des plus extrêmes qu'il faut combattre, ou en tout cas pas seulement, il faut aussi combattre l'entrisme, c'est-à-dire l'infiltration dans toutes les strates de la société. D'ailleurs, si je puis me permettre, on a parlé des associations sportives, on a parlé d'un certain nombre de strates institutionnelles. Il y a une grande crainte actuellement pour les élections municipales de l'année prochaine, et un certain nombre de préfets ont fait savoir, notamment à des élus qui veulent se présenter, qui mettaient en place des formations, ou en tout cas qui pouvaient les aider à identifier si dans les listes municipales il y avait cette tentation de personnalités proches des frères musulmans ou carrément activant pour le compte des frères musulmans en France, de dire venez nous voir, nous les préfets, et puis on sera en mesure de vous dire attention à telle personne, en réalité elle est venue pour infiltrer une liste, pour faire de l'entrisme. Et donc tout ça pour dire qu'il y avait d'abord ce besoin d'objectiver. Par ailleurs, Emmanuel Macron, depuis son élection, bon, évidemment, il y a ce procès toujours en naïveté sur les questions d'islamisme. Il avait fait le discours des Mureaux qui visait à lutter contre le séparatisme, mais cette question de l'infiltration n'avait pas été traitée à proprement parler. Et donc maintenant, il s'agit de prendre l'autre volet, en quelque sorte, de ce qui apparaît comme un danger, ce qui a été identifié comme un danger pour la laïcité à la française. À ceci près que, de ce que l'on comprend de l'Élysée, donc c'est là qu'il faudra voir dans quelle mesure est-ce que ce rapport donne lieu derrière à des applications concrètes et à des déclinaisons, soit législatives, soit réglementaires. On nous dit lutter contre l'entrisme, oui, mais tout en veillant toujours à ne pas faire d'amalgame. Et c'est là que se situe en quelque sorte le hiatus législatif, puisque sur la question du voile, par exemple, politiquement, vous l'évoquiez comme étant le porte-étendard du combat pour les frères musulmans, parce que tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit, pour faire simple, par rapport à d'autres notions peut-être plus compliquées. On voit qu'aujourd'hui, sur la question, par exemple, du voile dans la pratique sportive, on a entendu plusieurs voix au sein même de ce bloc central et autour d'Emmanuel Macron, en disant pas dans les compétitions sportives, mais ensuite, quid dans la pratique du quotidien. La ligne est un peu plus floue. Justement, c'est un sujet qui est éminemment politique. Au moment où Bruno Retailleau vient de prendre la tête des Républicains, avec un objectif qui est aussi les élections, les prochaines, les municipales, les présidentielles. Et ça, Marine Le Pen l'a bien compris. Et donc ce dossier de l'entrisme des frères musulmans, ça y est, il est au centre d'une bataille. Écoutez Marine Le Pen. Cela fait des années que nous savons pertinemment ce qu'il en est des frères musulmans, de la manière dont ils cherchent à influencer la société française, des intimidations dont ils se rendent coupables. Et c'est la raison pour laquelle, depuis de très nombreuses années, nous réclamons leur interdiction. En France, s'il y a des responsables politiques qui découvrent des choses dans ce rapport, alors c'est extrêmement inquiétant sur leur niveau de lucidité de la réalité de ce que vivent nos compatriotes. Néla Latrousse. Pour l'anecdote, dans le gouvernement, il y a eu un débat. Est-ce qu'il faut rendre public ou non ce rapport? Est-ce qu'il doit être classé secret défense ou pas? Et les arguments qui ont été portés par ceux qui étaient pour le rendre public, c'était de dire on ne tait pas la difficulté du problème, on l'affronte, on le rend public, on objective ce qui se passe. Ceux qui disaient il ne faut pas rendre le rapport public disaient très bien. Mais ce sera précisément la réaction de Marine Le Pen. De dire il a donc fallu un énième rapport pour que vous reconnaissiez que le RN, précisément les arguments que l'on vient d'avoir entendus, et il a été question un temps de ne pas le rendre public
précisément pour des motifs politiques, pour que le RN ne puisse pas s'en saisir en disant « nous avions raison depuis si longtemps ». Alors même que le rapport, et là je cite l'article du Figaro, les auteurs du rapport disent qu'il faudrait rendre publiques leurs conclusions justement pour mieux alerter sur le Et problème. c'est cette ligne-là qui vraisemblablement l'a emporté. Il y a quand même une ambiguïté parce que vous dites c'est le Qatar qui finance les frères musulmans. C'est pas que le Qatar. Enfin, en partie. En partie, oui. Mais bon, le Qatar. Quand on dit le Qatar, c'est pas forcément le gouvernement qatari. Ce sont les princes, ce sont des individus. Ce sont ce sont des princes qui peuvent financer des projets, qui peuvent financer des mosquées. C'est pas forcément le gouvernement en tant que tel. Pas le régime en tant que tel. C'est pas forcément le régime en tant que tel. Le système financier est aussi, c'est forcément l'un des biais pour reconnaître les structures et associations qui sont liées aux frères musulmans. Il a été bien étudié dans le rapport. Ils ont même trouvé, ils citent un fonds financier Trust, Europe Trust, un fonds financier basé à Londres qui en fait serait un canal justement pour financer différentes structures liées aux frères musulmans. Donc il y a toute une question du financement et de l'argent qui a été étudiée par le rapport. Justement, est-ce qu'on peut couper ces circuits de financement? Alors, justement, on parle d'interdire depuis tout à l'heure, depuis le début des débats. Comment interdire? Comment faire? Comment rendre illégal? Mais le propre de cet entrisme frériste, c'est qu'il se fait, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, à bas bruit. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à le détecter. Vous savez, on les fonds de dotation, cercle. Visiblement, c'est ce que dit le rapport, il y a des fonds de dotation, ça passe par des SCI, donc tout ça, maintenant, on le sait. Vous croyez que quand il y a une dotation, on va se renseigner sur l'intime conviction de ce fonds, parce qu'on va venir, on va dire, voilà, on va créer des écoles, on va faire ceci, on va faire cela. Le problème, avant d'interdire, parce qu'on ne pourra pas interdire, c'est qu'on n'arrive pas à détecter. Et dans la loi sur le séparatisme, il y a une disposition qui est intéressante, qui consiste à contrôler a priori et a posteriori. Et c'est là où on pourra couper, on pourra interdire, mais dire on va interdire, c'est très beau, mais le propre des frères musulmans, c'est d'être sous le tapis. C'est vrai que c'est une idéologie. Donc comment lutter contre... On ne peut pas interdire une idéologie. Voilà. On peut pas... Oui, mais il y a des réseaux. La question des financements, elle est très importante, bien sûr. Mais en tout cas, pour le travail que je fais, le financement, parfois, il est secondaire pour la lutte. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont sur le terrain depuis plusieurs décennies. Comment ils travaillent? Ils ne travaillent pas à coup de loi. Enfin, il y a leur loi religieuse, mais ils ne disent pas on va voter une loi pour faire ceci ou pour interdire cela. En France, non, ils travaillent les idées, ils travaillent les âmes. Donc, pour pouvoir lutter contre cette idéologie, il faut que nous luttons aussi sur... Il faut un contre-discours idéologique. Il faut un contre-discours idéologique. Notamment dans ces quartiers qui sont touchés, parce que c'est aussi dit dans le rapport. Il y a des quartiers islamisés. Tout à fait. C'est quoi le contre-discours? C'est comment faire, déjà, je l'avais déjà dit sur votre plateau, comment faire aimer la France. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes Français qui se disent aujourd'hui français, mais qui disent que la France nous déteste, qu'on n'aime pas la France parce qu'on nous a parqués dans des quartiers populaires. La question, elle est éminemment économique, politique, sociale, culturelle et philosophique. Donc les leviers sont là. Elle ne peut pas être que sécuritaire. Elle ne peut pas être que sécuritaire. Les lois sont des outils. Mais on ne peut pas dire à chaque fois on interdit, ça ne sert strictement à rien. Philosophique, c'est-à-dire qu'il faut aussi donner un idéal. Comment? Il faut aussi donner un idéal, parce que c'est une bataille d'idées. Bien sûr, il faut donner un idéal, il faut réexpliquer ad vitam aeternam ce qu'est la laïcité, il faut un contre-discours idéologique, parce que ça fait quand même 40 ans. Donc nous, on mettra à peu près le même temps pour pouvoir... et encore, si on met vraiment les moyens... On se réveille un peu tardivement. Déjà, même si les frères musulmans, on en parle depuis des années, il y a eu des livres, enfin c'est pas... Mais depuis les années 80-90, Gilles Kepel en parlait déjà dans les années 80. Il sera des là journalistes comme Antoine Sfer dans les années 90. Exactement. Moi, à mon humble niveau, avec mes articles et mon livre, Florence Bergeau-Blaclair. Donc ça fait quand même des années que des chercheurs, des experts le disent sur le plateau, et c'est les politiques qui tardent à réagir. Oui, pourquoi? Parce que sur le plan politique, on a aujourd'hui, l'extrême droite essaye de récupérer la lutte contre l'islamisme, et donc vous avez des gens à gauche qui n'osent pas en disant si on commence à... On fait le jeu de Marine Le Pen. On fait le jeu de Marine Le Pen. Il y a une... Oui, il y a le terme islamophobie aussi qui est... Il y a une ligne de crête aussi entre ce qui est de l'ordre de la foi, où volontairement on est dans une pratique plutôt rigoureuse de sa foi. Et ça, c'est la liberté de chacun. Et puis ensuite, ce qui est le projet politique. Et là, on est sur un terrain qui est compliqué. Exercer sa foi n'est pas interdit par la loi. C'est ça le propre même de la liberté. Même un islam rigoriste, à partir du moment où on n'empiétera pas sur la liberté de l'autre, où on ne dit pas à des journalistes, vous n'avez pas le droit de faire la caricature du prophète Mohamed. Et on ne fait pas pression sur des jeunes filles dans certains quartiers non plus. On n'oblige pas des filles à porter le voile. Moi,
moi, j'entends bien qu'une femme veuille porter le voile si sa liberté, je la respecte. Mais il faut surtout pas... respecter la liberté de celle Voilà, qui ne veut pas se voiler dans un univers où tout le monde est voilé. Il ne faut pas que cette soi-disant liberté qui est orientée vers une idée politique, et je parle de l'islam politique qu'il faut combattre, c'est là où on doit agir. Parce que là, agir, vous savez, monsieur le disait, ça fait plus de 40 ans, on ne fait rien. Pourquoi? Je vais vous dire, moi je le vois dans les discours clairs, nets et précis au micro des cours d'assises spécialement composés, ils disent oui, mais vous nous... un discours victimaire, vous nous faites ça, vous tuez nos filles, vous tuez nos enfants, vous faites, mais il n'y a pas de réponse. Ils n'ont pas de réponse. La seule réponse claire, c'est celle des frères musulmans qui vont dire on va vous redonner de la dignité, de l'argent. Vous voulez de l'argent? Voilà de l'argent. Vous voulez travailler? Vous allez travailler. Il faut voir à l'aéroport le nombre de personnes qui ont été licenciées parce que sous prétexte d'avoir ce badge pour accéder à côté des avions, eh ben, ils sont pris en main. Mais on ne vient pas du jour au lendemain leur dire voilà, vous allez devenir un frériste. Non, c'est tous les jours. On va manger ensemble, on va le respecter, on va le considérer, on va l'habiller, on va lui donner à manger. Et c'est ça, là. C'est un projet. C'est un peu une démarche sectaire, enfin. Bah, bien sûr, mais c'est une secte. C'est bien sûr que c'est sectaire. Il y a cet étendard de l'islamophobie qui, de temps en temps, est brandi. Ce qu'il faut bien comprendre, et ce que dit le rapport et ce que je dis dans mon ouvrage, c'est que l'outil matériel de l'islamisme politique, c'est le voile. C'est leur étendard. C'est ce qu'ils disent et ce que je dis dans mon bouquin. Il y a certains prédicateurs qui disent pas besoin de parler, le voile le fait pour nous. Parce que c'est la première chose qu'on voit. Ensuite, sur le plan du marketing, c'est la stratégie victimaire, à travers le terme islamophobie. Islamophobie, c'est le mot islam aujourd'hui qui est repris par des ministres, des autorités. Et ça pose problème. C'est pour ça que je disais qu'il y a des relais inconscients. On appelle ça les idiots utiles ou de la naïveté, ce que vous voulez. Notamment la France insoumise. J'ai entendu Olivier Faure, le leader socialiste. Exactement. À partir du moment où on adopte ce terme, peu importe son origine, parce qu'on a débattu sur son origine, peu importe son origine, à partir du moment où on l'adopte, on fait le jeu. Évidemment, mais c'est flagrant. Pourquoi ne pas parler de musulmanophobie? Pourquoi ne pas parler d'hostilité envers les musulmans? Parce que le terme islamophobie intègre le mot islam et intègre aussi la critique de l'islamisme. Donc il y a ce jeu-là qui est fait. Donc sur le plan matériel, c'est le voile. Sur le plan de la sémantique, c'est le terme islamophobie parce que la stratégie victimaire est fondamentale, selon les frères musulmans, sur des territoires où les musulmans sont en minorité. Youssef Al-Qaradawi disait, qui était le plus éminent théologien de la confrérie des frères musulmans, il disait que la conquête de l'Europe ne se fera pas par l'épée, mais par la prédication et l'idéologie.